Aujourd'hui, on se retrouve avec mon petit pyjama pilou pilou, ma tenue de travail. Là, si je mets ma capuche en mode concentré et tout. Avant de démarrer le vlog, je voulais un petit peu vous le présenter. Donc, durant l'année 2022, puis même un petit peu, je crois de décembre ou novembre 2021, j'ai commencé à lire des livres de Maryse Condé, ou en tout cas à lire de façon beaucoup plus consciente des livres de Maryse Condé pour découvrir son œuvre, découvrir tout ce qu'elle avait à nous proposer, sachant qu'elle propose quand même des récits, des histoires assez différentes les unes des autres. Ça m'a pris quand même un an, j'ai fait l'erreur de lire les livres un peu au fil de l'eau, en mode YOLO, etc. Ne jamais faire ça, parce que du coup ça m'a pris un an pour le faire, et comment vous dire, je vais commencer le montage là juste après avoir tourné cette petite intro, et j'ai des rushs de 20 minutes, parce que je parle trop, donc si cette vidéo est longue, je m'en excuse dès maintenant. Je ferai de mon mieux pour couper le maximum de passages inutiles, histoire que ce soit sympathique pour vous, mais également pour moi durant le montage. Bref, avant que le vlog commence, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, prenez un thé, un café ou un truc à grignoter et on y va! Je viens de terminer l'Évangile du Nouveau Monde de Maryse Condé et j'étais obligée de tourner la vie tout de suite parce que j'étais en mode c'est quoi ce livre? J'ai l'impression d'être passée à côté parce que j'ai bien apprécié le livre, mais je l'ai pas autant apprécié que son dernier livre qui était Le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a énormément de similitudes entre l'Évangile du Nouveau Monde et Tristan et Ivana. C'est le truc qui m'a le plus marqué. Je me suis même demandé si ça évoluait pas dans la même temporalité ou dans le même monde, parce qu'il y a vraiment des grosses similitudes entre les deux histoires. Je viens de me rendre compte que j'avais pas expliqué de quoi parlait le livre. Donc la famille Ballandra, ils sont aux Antilles, ils ont de l'argent, etc. Mais toute leur vie, ils ont eu des difficultés à avoir un enfant. Et là, du coup, le soir de Pâques, ils découvrent ce petit garçon, Pascal, un nouveau-né, dans leur ferme, à côté de leur chèvre, de je sais pas quoi. Et tout de suite, ils vont se dire c'est un cadeau de Dieu, etc. Et ils vont construire toute cette légende autour de Pascal en se disant c'est sûrement le nouveau fils que Dieu envoie sur Terre. Et à partir de là, en fait, toute la Guadeloupe et toutes les Antilles de manière générale vont se dire que Pascal c'est une personne importante et qui va changer le monde. Et ils mettent énormément d'attentes sur ce petit garçon qui a absolument rien demandé à la planète. Littéralement, il a rien demandé. Et en plus, les gens vont être extrêmement déçus par Pascal parce que c'est un petit gars normal en fait, mais le fait est que les gens l'attendent beaucoup de lui et lorsqu'il est pas à la hauteur, les gens se disent c'est un vieux gars quoi. Et en fait, la différence entre le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana et l'Évangile du Nouveau Monde, c'est que dans le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana, les personnages vont toujours avancer. Ils vont faire des erreurs durant toute l'intrigue, mais ils vont toujours aller un peu plus loin à chaque fois. Par contre, Pascal, lui, il va tout le temps revenir au point de départ. J'avais trop l'impression que l'histoire, elle avançait plus en fait. Et lui, il avait vraiment ce truc de les gens disent que je suis important, donc je dois réussir à être important. Sachant que au cours de l'histoire, il y aura toute cette théorie autour de son père qui serait un dieu, donc Dieu, c'est-à-dire Dieu avec un D majuscule, et également son père biologique qui a fait énormément pour des populations défavorisées au Brésil, et il va essayer d'être à la hauteur du coup de cette rumeur sur Dieu avec un D majuscule, et son père biologique, donc il va être à la recherche de comment surpasser ou en tout cas égaler ces deux pères. Et wow, franchement ça a été douloureux pour lui, mais ça a été également très douloureux pour moi. Je voulais lui dire gars, move on, personne veut de toi, move on. Et il voulait pas move on. C'est compliqué de dire que j'ai pas aimé parce que ça se lit tout seul, et en fait je pense que la morale de l'histoire, c'est si tu ne fais que ce que les autres attendent de toi et que toi en contrepartie tu fais zéro initiative, il pourra que t'arriver des merdes. En tout cas, tu pourras pas être satisfait de ta vie parce que t'as pris zéro initiative. En fait, t'es un pantin dans ta propre vie. C'est même pas il va là où le vent le mène, c'est il fait ce que les gens attendent de lui. Et si les gens disent ton objectif c'est ça, il va se mettre en tête que son objectif c'est ça. Mais il va pas se demander est-ce que l'objectif que les gens me donnent, c'est quelque chose qui va vraiment me rendre heureux? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire? Il se pose vraiment pas la question. Et quand il lui arrive des merdes ou quand il est malheureux, il se remet pas en question. Il se dit juste ah ça a mal tourné, je vais retourner chez moi, je vais essayer de recommencer encore tout de zéro. Et en fait c'est toujours ça. Il avance un peu dans sa vie, il grandit, il mûrit,
et après ça fonctionne pas. Donc il revient au chapitre 1, à la fin, on n'a pas avancé, son personnage n'a pas avancé parce qu'il apprend pas de ses erreurs, il apprend vraiment pas de ses erreurs. Ce livre m'a laissé perplexe. Hello. Du coup, j'ai terminé La Migration des cœurs il y a quelques semaines de ça, mais il fallait vraiment que je digère tout ce que j'ai lu parce que c'était intense sa race. Pour ceux qui l'ont pas remarqué, j'ai changé de background avec ma bibliothèque pas terminée parce que si vous avez suivi mes péripéties sur Insta, vous savez que mon déménagement c'est le pire de mes cauchemars. Mais voilà, ça avance, peut-être qu'un jour j'aurai une bibliothèque terminée. Wow. Donc, revenons à nos petits moutons, j'ai terminé La Migration des cœurs et bon, sans grande surprise, l'intrigue se déroule dans les Caraïbes et vu que c'est du Maryse Condé, on aura un peu des personnages torturés, on aura des personnages qui se demandent s'ils peuvent faire que des mauvaises actions mais quand même finir au paradis. Vraiment, les personnages de Maryse Condé, c'est tout un concept. Donc, La Migration des cœurs, c'est une réécriture des Hauts de Hurlevent. Et l'histoire est assez similaire, en vrai, il n'y a pas trop de surprises. On va commencer l'histoire avec la famille Linceul, qui est l'équivalent de la famille Earnshaw, si je dis pas de bêtises, dans les Hauts de Hurlevent. Donc on a le père, et ensuite on a la sœur Cathy, et le frère qui s'appelle Justin dans La Migration des cœurs. Et cette famille, comme dans les Hauts de Hurlevent, est entre guillemets aisée, c'est-à-dire que tu sens qu'ils ont un statut social assez important, que voilà, ils sont pas au fin fond du gouffre, mais malgré ça, il y a quand même une petite ambiguïté. On sent qu'ils ont pas trop d'argent, que c'est un peu le struggle également pour eux. Mais vu qu'on est dans un univers créé par Maryse Condé, bien évidemment, on va pas juste être dans une question de richesse et de statut social. Il y aura également la couleur de peau qui va rentrer en compte. Et justement, pour la famille Linceul, leur statut social, ils le doivent plus au fait qu'ils soient clairs de peau que parce qu'ils ont énormément d'argent dans leur compte en banque. Petite explication, le père est blanc, la mère de la famille Linceul était noire, donc du coup les enfants sont métis. Et en fait, Cathy, ça se voit qu'elle est métisse, mais son frère Justin, si je dis pas de bêtises, il est très clair de peau et il peut se faire passer pour une personne blanche. Mais bon, tout le monde sait qu'ils sont métis. Et du coup, le début de l'histoire est vraiment similaire au Hauts de Hurlevent parce qu'on aura le père Linceul qui va partir en voyage et en fait, quand il va revenir, au lieu d'apporter les cadeaux que ses enfants lui ont demandé, il va ramener un enfant. Et je suis toujours aussi dépassée de savoir que le père s'est dit « Ah, vas-y, je vais ramener un enfant errant comme cadeau à mes enfants. » Genre, qui pense à faire ça? Ça a vraiment pas de sens. Donc le père, il va revenir de ce petit voyage avec un enfant qui s'appelle Razier. Et c'est ça que j'aime vraiment bien avec La Migration des cœurs, c'est que Maryse Condé, finalement, elle a pas juste transposer les Hauts de Hurlevent aux Antilles et puis après elle a fait un copier-coller. Pas du tout. À partir de là, à partir du moment où elle a porte rasée dans la famille Linceul, en fait elle va vraiment adapter les Hauts de Hurlevent au contexte des Caraïbes à l'époque et à toutes les problématiques en fait qui se posent dans les Caraïbes à cette époque. Par exemple, Razier, ok, il est pauvre, ça c'est acté, c'est un peu comme Heathcliff dans les Hauts de Hurlevent. Mais dans les Hauts de Hurlevent, je trouvais qu'on comprenait pas trop pourquoi le père ait ramené Heathcliff comme ça si c'était un cadeau, alors que bon, c'est un être humain. Alors que pour Razier, justement, on va expliquer le fait que le père le traite comme un jouet et que il le méprise finalement, et même le mépris que Justin peut avoir envers lui par le fait que, ok, Razier il est pauvre, mais en plus de ça, en fait, il est noir de peau. Genre, on le décrit vraiment comme très 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 noir de peau. Donc du coup, dans le contexte de l'époque, ça veut dire qu'il est vraiment en bas de l'échelle sociale de tout en fait. C'est-à-dire que les gens n'ont aucun respect pour Razier. Donc, dans la tête de Linceul, on peut un petit peu plus comprendre pourquoi lui-même ne considère pas Razier comme un être humain. Et encore une fois, c'est là que je me suis pris vraiment une grosse claque avec La Migration des cœurs et j'ai vraiment, vraiment apprécié ce livre dans le sens que, je sais pas si vous vous souvenez, juste avant, j'ai dit oui, Justin et Cathy, ils sont métis. Justin, ça se voit pas forcément qu'il est métis, mais sa sœur, ça se voit. Elle est mate de peau. Et en fait, Maryse Condé, elle va jouer un peu avec cette teinte de peau et du coup comment les gens vont te percevoir dans la société. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Cathy par exemple, dans certains contextes elle va être en position de force, mais dans d'autres contextes, si elle est entourée de blancs, en fait elle va se retrouver au bas de l'échelle, c'est elle qui va devoir faire la courbette, c'est elle qui va devoir faire attention à ce qu'elle dit, etc. Et en fait, Maryse Condé va jouer un petit peu avec ces différences de traitement selon où tu te situes. Après, j'ai grave kiffé aussi parce que on va beaucoup voyager. Genre, c'est vraiment ça avec Maryse Condé. Dès que tu ouvres un de ses livres,
t'es sûr de voyager. Là, l'histoire, elle va être vraiment dans toutes les Caraïbes. Enfin, toutes les Caraïbes, j'abuse, ça va surtout se passer en Guadeloupe. Mais en fait, l'histoire va commencer à Cuba. Après, ils vont aller sur une des îles de Guadeloupe, donc Marie-Galante. Après, ça va être en Guadeloupe. Mais même une fois que t'es en Guadeloupe, en fait, t'es pas dans un seul lieu. Tu vas être dans plein de villes différentes. Et la façon dont elle décrit, en fait, tu sens, et je kiffe ça, c'est tu sens que vraiment t'es au pays, quoi. Tu sens que elle connaît ses îles, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle décrit, et ça se ressent même, en fait, pas seulement dans les descriptions, ça se ressent même dans la façon dont elle va parler, dont elle va faire parler les personnages. Ils vont avoir des expressions qui sont vraiment typiques, en fait, des personnes antillaises. Il y avait des choses qu'il disait, je me disais, mais en vrai, si c'est une personne qui n'est pas antillaise, est-ce qu'elle comprend la subtilité de cette expression, la subtilité de cette phrase? Est-ce qu'elle comprend que, en fait, oui, c'est quelque chose qui se dit, c'est pas genre, c'est pas français, c'est genre, c'est juste comme ça que les Antillais disent la chose. Si t'es pas imprégné de la culture antillaise, en vrai, je suis pas sûre que tu comprennes les subtilités. Tu vas comprendre l'histoire, parce que l'histoire, déjà, c'est une réécriture. L'histoire est claire, tu vois, c'est vraiment une histoire de revanche. C'est Razier, du coup, qui veut se venger des linceuls, parce qu'il a été humilié, et de par sa condition, du fait qu'il soit noir, du fait qu'il soit pauvre, etc., il n'a pas pu se marier avec Cathy. Cathy, comme dans Les Hauts de Hurlevent, Cathy qui elle aussi l'aime, etc. Enfin, ils s'aiment, c'est un grand mot, ils sont très obsédés l'un par l'autre, tu vois. Mais il y a toujours ce truc de Razier qui veut vraiment se venger des malheurs qu'il a subis, en fait, à cause de la famille linceul. Donc ça change pas, mais après, tout ce qui va être dit autour, toute l'histoire autour sera tellement différente, c'est une vraie réécriture, c'est-à-dire elle a pris l'histoire de base et après elle en a fait quelque chose de nouveau. J'adore, oh là là mon Dieu. Après il y a une autre chose que j'ai grave kiffé, c'est que dans Les Hauts de Hurlevent, la frustration que j'avais eue à l'époque, il y a genre quelques mois, parce que je l'ai lu en début d'année, mais vous m'avez compris. Donc ce qui m'avait pas mal frustrée quand je l'ai lu, c'est que les personnages, déjà je les trouvais très immatures, mais ça c'est normal, c'est parce qu'ils étaient finalement jeunes, et j'avais du mal à comprendre d'où venait cette colère. C'est-à-dire que même Heathcliff, en vrai, dans Les Hauts de Hurlevent, il s'entendait bien avec Cathy. Le frère de Cathy, dans Les Hauts de Hurlevent, pareil, il aimait pas Heathcliff. Mais je me dis, est-ce que tout ça, ça motive vraiment des années de revanche, etc., de stratégie pour faire souffrir les gens, pour les tuer, etc. Je ne pense pas. Je suis pas du tout d'accord avec la façon dont ils ont dealé avec leurs émotions. Et surtout, je comprenais pas d'où sortait toute cette haine. Et là, dans La Migration des cœurs, justement, les personnages, on les décortique un peu plus. Et vu qu'on a le temps de les voir grandir, en fait, au fil des années, et qu'on comprend, en fait, leur frustration, leur colère, leurs ressentiments, etc., on comprend mieux pourquoi ils veulent se venger. Après, je suis pas pour la vengeance. Franchement, il y a un moment, il faut juste passer à autre chose. Et même là, dans La Migration des cœurs, les personnages, ils veulent pas passer à autre chose. Genre Razier, qui ne veut pas oublier Cathy. Razier, qui est vraiment obsédé par Cathy. Et je me suis dit, mais là, c'est encore plus flagrant parce que dans le folklore caribéen, il y a beaucoup de choses autour de la magie, de légendes, de superstitions, etc. Et en fait, Razier, il essaie justement de s'imprégner des superstitions, de la magie. Il essaie de comprendre comment tout ça marche pour un peu plus s'approcher de Cathy, pour vraiment faire... pour qu'elle lui appartienne. Et à un moment dans le livre, je vous jure, il dit ça. Il dit Franco, il dit ouais, je veux qu'elle m'appartienne, la go. Attendez, je vous trouve le passage. Much later. Il y a un moment, il dit « Livre-la-moi prisonnière, je répète qu'elle ne me quitte jamais, qu'elle soit avec moi à chaque instant qu'il me reste à vivre, qu'elle ne me quitte pas d'une semelle comme la victime son meurtrier. » Mais en fait, si t'aimes quelqu'un, est-ce que tu es vraiment tout ça? Non. Et je sais que j'ai bien aimé avec La Migration des cœurs, c'est que même si il y a ce truc de oui, ils s'aiment ou je sais pas quoi, c'est un amour impossible, de par les phrases que les personnages disent, Maryse Condé te fait comprendre que non, ce n'est pas une romance en fait, c'est une question de possession, c'est de la revanche, c'est quelque chose de malsain et ça va mal finir pour tout le monde. En fait, elle te le fait comprendre direct. Vous voulez trop mettre de la magie dans vos histoires, vous voulez trop être méchants les uns vers les autres, vous voulez trop faire des petits jeux, ça ne peut pas bien finir. Donc franchement, belle réécriture qui a répondu à mes frustrations des Hauts de Hurlevent, j'ai vraiment kiffé. Je sais pas si j'ai préféré les Hauts de Hurlevent ou La Migration des cœurs parce que ce soit en termes de plumes, que ce soit le contexte, que ce soit... Enfin, tout en vrai, c'est vraiment différent, je peux pas les comparer. J'ai même l'impression, enfin, ce que je dirais, c'est plus que La Migration des cœurs peut-être va compléter certains aspects que je n'avais pas eu dans les Hauts de Hurlevent. Mais j'ai apprécié les deux pour des raisons différentes. Après, je pense que La Migration des cœurs est quand même un petit peu plus exigeant que les Hauts de Hurlevent, de par le contexte,
de par l'ancrage historique, de par, enfin voilà, même de par l'écriture, parce que des fois Maryse Condé elle a une façon d'écrire, il faut savoir la suivre, vous voyez. La migration des cœurs, c'est quand même un petit peu plus exigeant, je pense, mais ça se lit tout seul une fois qu'on est dans l'histoire, et j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que je reviens des mois après ma dernière lecture de Maryse Condé? Totalement. J'ai pas lu de Maryse Condé depuis mai et actuellement on est en septembre. 12 mois pour lire un auteur, super. Donc je reviens pour le 3e livre que j'ai lu de Maryse Condé qui est Le cœur à rire et à pleurer. Et là c'est assez différent des 2 précédents livres parce que on est sur une autobiographie où elle va parler de son enfance entre la Guadeloupe et la France. Donc déjà, soyons honnêtes, je pense que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu de Maryse Condé. On retrouve des thèmes qu'elle va ensuite explorer dans ses fictions. On va parler de sexe, on va parler de quête d'identité, on va également aussi parler des Antilles. Bon ça, c'était sûr parce qu'elle a grandi aux Antilles. Mais voilà, en fait, tous les thèmes qu'on a dans ses fictions, on les retrouve totalement dans son autobiographie. Donc j'ai trouvé ça cool de retrouver sa plume, sa patte, vraiment son identité à elle dans son autobiographie, parce qu'on voit que finalement quand elle écrit ses fictions c'est un peu d'elle-même à chaque fois. Mais de quoi parle cette petite autobiographie qui fait à peine 150 pages, vraiment c'est très très court, ça se lit très vite et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que j'étais en mode l'année se termine et tu n'as toujours pas fini le vlog sur Maryse Condé alors que ça fait des mois que tu le teases. Donc, je me suis dirigée vers des livres courts de Maryse Condé et de toute façon, celui-ci, il était déjà chez moi. Donc, c'était sûr que j'allais lire. J'allais pas, genre, acheter un livre pour son vlog alors que j'avais déjà un autre livre qui était chez moi. Bref, revenons à l'histoire. Donc, dans ce livre, dans Le cœur à rire et à pleurer, on va suivre l'enfance de Maryse Condé. Donc, elle va parler un peu de ses frères et sœurs, de ses parents. Et déjà, elle a beaucoup de frères et sœurs. Elle a dit qu'elle en a 7. Et ses parents étaient des personnes connues et reconnues en Guadeloupe parce qu'ils avaient quand même des postes à responsabilité. Sa mère était l'une des premières institutrices noires en Guadeloupe et son père c'était l'un des fondateurs de la caisse coopérative des prêts qui est ensuite devenue la Banque Antillaise. Donc voilà, ses parents c'est des personnes assez importantes, vous voyez. Et justement parce que ce sont des personnes importantes, il y a eu plein de problèmes dans sa famille parce que leurs parents ils avaient une vision très précise de ce que c'était d'être un bon Antillais et de manière générale ce que c'est d'être un bon membre de leur famille, ce que c'était d'être leur enfant en fait. Donc ça a vraiment pas été facile pour leur enfant, dont Maryse Condé. Si vous voulez, leur enfant, ils voulaient qu'il soit irréprochable. Donc ils devaient faire des études de droit, faire des études de médecine. Enfin voilà, ils attendaient de leur enfant qu'il soit vraiment high level, autant high level qu'eux. Si c'était un petit peu plus bas, c'était vraiment pas assez pour leurs parents. Donc je pense que leurs parents, ils avaient vraiment cette idée, ils avaient vraiment un objectif, c'était de se démarquer de l'antillais lambda. Et d'un autre côté, ils voulaient également être à la hauteur des Blancs qui pouvaient, entre guillemets, fréquenter en France. Je ne suis même pas sûre qu'ils fréquentaient vraiment des Blancs. Même j'ai envie de dire, ils ne fréquentaient pas des Blancs. Ils voyaient des Blancs agir d'une certaine façon et ils voulaient être à leur hauteur, voire même être supérieurs à eux. Et il y a des scènes dans le livre où justement, ils disent qu'ils se sentent totalement supérieurs à certaines autres personnes, qu'elles soient noires ou qu'elles soient blanches. Et ils voulaient que leur enfant pense la même chose qu'eux. Donc ils étaient super durs avec leur enfant. Vraiment, ils laissaient rien passer. Il y a énormément de scènes où Maryse Condé dit que elle se sentait seule, qu'elle n'avait pas tellement d'amis et qu'elle pouvait pas faire grand chose en fait parce que ses parents, ils voulaient pas qu'elle se mélange à la populace. Clairement, elle pouvait pas parler créole avec des gens, elle pouvait pas danser le biguine avec des gens. Le biguine, c'est une danse des Antilles. Elle pouvait vraiment rien faire. La meuf, elle était keblo chez elle. Elle pouvait juste lire, être la meilleure à l'école. Enfin, donc vraiment, plusieurs moments dans le livre, je me posais la question, est-ce que ses parents, ils étaient fiers d'être noirs ou est-ce qu'ils avaient honte d'être noirs? Il y avait un truc où tu comprenais pas trop, en fait, leur position sur cette question et sur leur propre identité. Donc moi j'adore les histoires de famille, donc bien évidemment j'ai adoré en fait découvrir un petit peu plus sa famille. Et puis même c'est pas parce qu'elle parle beaucoup de ses parents dans le livre que ça veut dire que c'est une lettre contre eux, que c'est vraiment un roman où elle les critique, où elle dit qu'elle les aime pas, etc. Pas du tout. En fait elle est très terre à terre par rapport à comment ses parents agissaient, maintenant qu'elle a du recul, maintenant qu'elle est adulte. Et au-delà de ça, en fait elle se questionne sur qu'est-ce que mes parents cherchaient à faire? Pourquoi est-ce que mes parents
agissait comme il agissait. Est-ce que c'était une peur? Est-ce que c'était une honte? Est-ce que c'était de la fierté? Enfin voilà, elle se pose énormément de questions sur ses parents et elle sait qu'elle n'aura pas la réponse parce que ses parents sont décédés. Et du coup, tu vois toutes les conséquences que l'éducation de leurs parents a eues sur Maryse Condé et sur ses frères et sœurs. Parce que les frères et sœurs de Maryse Condé, clairement, je pense qu'ils n'appréciaient pas leurs parents. Ils étaient en conflit avec leurs parents. Dès qu'ils ont pu partir, fuir, ils ont fui. Et puis après, il y a tout ce truc aussi autour de la société en tant que telle. Parce que ils expliquent qu'en Guadeloupe, ils étaient des grandes personnes, etc. Tout le monde les reconnaissait, tout le monde les connaissait, tout le monde les craignait, etc. Mais de temps en temps, tous les 5 ans, si je dis pas de bêtises, ils pouvaient partir en France pour passer des vacances. Parce que leurs parents étaient fonctionnaires. Et quand ils arrivaient en France, en fait, ils n'étaient plus personne. Quand ils arrivaient en France, ils n'étaient plus personne. Et les gens leur faisaient des remarques vraiment déplacées en mode ah, vous parlez bien français. Du coup, ils se prenaient des petites remarques comme ça. Ou sinon, Maryse Condé, elle explique que lorsqu'elle était dans un lycée français, je crois que c'était le lycée Fénénon, elle avait des profs qui ne l'aimaient pas du tout. Bon, en même temps, elle était insolente. Donc, c'est normal si on t'aime pas. Mais quand même, il y avait des profs qui faisaient des remarques en mode tu n'as rien à faire ici. Donc, elle explique aussi la différence de traitement entre le moment où elle était aux Antilles et lorsqu'elle était en France. Et puis même, aux Antilles même, il y a des passages où ils ne sont pas forcément à Pointe-à-Pitre, à la capitale, mais dans dans d'autres communes. Et là, pour le coup, personne ne les connaissait et on les traitait pas comme des moins que rien, mais comme des gens lambda, vous voyez. Et les parents, ils n'arrivaient pas à vivre ça. Genre vraiment, c'était trop pour leur cœur. Enfin bref, en soi, le point négatif pour ce livre, j'ai envie de dire, il était trop court. Le dernier chapitre, là, j'ai pas assumé. J'étais en mode, mais where is la suite? Tu peux pas terminer un livre sur ça. Mais de ce que j'ai compris, il faut que je continue mes recherches parce que je suis pas sûre de ce que je vais dire là tout de suite. Mais il me semble qu'il y a une sorte de suite. Donc en vrai, s'il y a une suite, je pense que je la lirai. Peut-être pas dans ce vlog, mais j'ai bien envie de savoir quel a été son cheminement par rapport à sa prise de position pour les Antilles et le fait qu'elle soit indépendantiste et comment elle a été aussi Maryse Condé, la Maryse Condé qu'on connaît maintenant, comment elle a réussi à accomplir tout ce qu'elle a accompli. Donc voilà, tant de questions. Et le livre était si court. Bref, j'ai adoré. On arrive au dernier roman de ce vlog qui est La Belle et la Bête, une version guadeloupéenne. Donc c'est la deuxième réécriture que je vous propose. J'avais déjà lu La Migration des cœurs qui était une réécriture des Hauts de Hurlevent. Je trouvais que c'était une lecture qui était très difficile. C'est un roman que j'ai apprécié, mais quand je le lisais, je devais vraiment être concentrée, je devais être focus sur ce que je lisais. Je ne pouvais pas me laisser distraire parce que sinon je perdais un peu le fil de l'intrigue. Donc je voulais tester une autre écriture de Maryse Condé. Donc là, avec La Belle et la Bête, une version guadeloupéenne, j'ai un roman qui est quand même beaucoup plus court et contrairement à La Migration des cœurs, j'ai pas lu la version originale. Donc oui, quand même, je connais l'histoire de La Belle et la Bête, j'ai vu les Disney, j'ai vu le dessin animé, j'ai vu le live action, j'ai aimé aucun des deux, mais je vois un peu où est-ce qu'on veut nous mener avec cette histoire. Donc on va commencer cette réécriture en Guadeloupe avec le personnage de Carmélien. Donc Carmélien, c'est un jeune homme dont les gens se moquent énormément parce que il est très très grand et parce qu'il est moche, disons la vérité. On le compare un peu à Quasimodo, on le compare à Shrek. Donc vraiment, le gars, il a le droit à toute la gentillesse du monde. Et en fait, il est très amoureux de Bella. Donc Bella qui est la plus belle fille de la commune, ou en tout cas qui est considérée comme l'une des plus belles filles de la commune. Et vu qu'elle est extrêmement belle et que lui, il est extrêmement moche, c'est triste à dire, mais Bella, en fait, elle lui donne pas l'heure. Il fait tout pour lui montrer que c'est un bon gars, que vraiment il a bon fond, etc. Mais ça fonctionne pas. Vraiment, il a beau lui faire des compliments, l'aider pour ses courses. Vraiment, c'est un peu un canard. On va dire la vérité, c'est un peu un canard. Et malgré ça, elle lui donne toujours pas l'heure. Et il y a une école dans sa commune qui va ouvrir et qui va lui permettre de devenir quimboiseur. Quimboiseur, c'est une sorte de sorcier, on va dire. Et il se dit, vraiment pire stratégie du monde, que si il devient quimboiseur, ça va lui permettre d'ensorceler Bella et faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui. Donc c'est quand même un livre dans lequel il va beaucoup être question de la beauté et des faux semblants. On va pas mal questionner notre rapport à la beauté et à tous les traits de caractère qu'on va donner à une personne parce qu'elle est moche ou parce qu'elle est belle. Par exemple, Carmélien, les gens ne vont pas l'aimer juste sous prétexte qu'il est moche. C'est vraiment la seule raison
pour laquelle les gens n'apprécient pas Carmélien. Il est disgracieux, on dit qu'il a des bosses, qu'il a les dents de travers, etc. Et en fait, tous ces traits physiques vont être pour les gens des raisons de ne pas aimer Carmélien. Mais après, il y a également une question de faux semblant dans le sens où c'est pas juste l'apparence physique dans ce livre qui compte, mais il y a également tout ce qu'on possède, tout ce qu'on va montrer aux gens. Et on a un personnage dans le livre qui s'appelle Agénor, je sais pas comment ça se prononce. Et ce personnage, il est présenté comme étant très riche. On sait qu'il a un passé un peu obscur, il a quitté Haïti dans des conditions un peu, voilà, c'est un peu flou, on sait pas trop comment il a réussi à quitter l'île, sachant qu'il y avait énormément d'ennemis. Mais vu qu'il arrive sur cette commune et qu'il est riche, qu'il peut faire des projets, etc., les gens vont automatiquement lui faire confiance et lui donner en fait du respect. Alors qu'en vrai, on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas comment il est arrivé là. Donc pourquoi tu fais confiance à quelqu'un juste parce qu'il a de l'argent? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noir. Par exemple, si je prends Carmélien encore, j'ai pas envie de spoiler, donc je vais essayer de faire attention. Il y avait un chapitre où je pouvais avoir énormément d'empathie pour Carmélien, parce que voilà, il s'en prend plein la gueule, les gens sont vraiment pas gentils avec lui. Et après que tu te sois attaché un peu à son personnage, qu'il t'ait fait de la peine et tout, t'as un autre chapitre où il a des stratégies tout sauf éthiques en fait pour que Bella tombe amoureuse de lui. Tu vois, je peux pas encourager quelqu'un, je peux pas apprécier pleinement, consciemment quelqu'un qui se dit que c'est une bonne stratégie d'ensorceler une meuf, tu vois, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Marie Kondo, elle a vraiment ce truc, cette facilité pour créer des personnages pour lesquels tu auras énormément d'empathie, mais que tu ne peux pas trop aimer non plus parce qu'il t'énerve au plus profond de ton cœur. Sinon, s'il y a quelque chose que je peux reprocher à l'intrigue, c'est qu'il y a des événements qui me sont un peu tombés dessus. Je pense surtout à un événement en fait qui est assez important dans l'évolution du personnage de Carmélien. Et cet événement, je sais en lisant pourquoi Carmélien en est arrivé là, mais j'ai uniquement le dénouement en fait. J'ai pas le parcours que Carmélien a traversé pour arriver à cet événement et je trouve ça un peu dommage. Après, c'est pas un point qui, moi, m'a dérangée parce que je suis habituée à la plume de Maryse Condé, mais je sais que le fait qu'elle coupe un peu les événements, qu'elle soit un peu très carrée, qu'elle aille droit au but, c'est quelque chose qui peut déranger et ça peut donner l'impression que sa plume est très froide. Mais moi, ça m'a pas dérangée vu que j'ai mis 5 étoiles à La Belle et la Bête, une version guadeloupéenne. Même si il est court, j'étais vraiment prise dans l'action. J'ai aimé découvrir les personnages et également me demander si les personnes qui étaient gentilles étaient réellement gentilles et également me demander qui était réellement le méchant de l'histoire. Parce qu'avec Maryse Condé, rien n'est jamais sûr. En fait, elle te présente quelqu'un, mais tu sais jamais où tu vas finir. Donc vraiment très très bonne lecture, je suis contente d'avoir terminé ce vlog avec ce livre-là en particulier. J'espère qu'il y a au moins un livre de Maryse Condé qui te fait plaisir, qui te donne envie un petit peu de la découvrir. Si c'est le cas, dis-moi quel livre te parle le plus. Moi je pense que celui que j'ai le plus apprécié c'est La Belle et la Bête, ou peut-être Le cœur à rire et à pleurer. En tout cas, dis-moi, toi, quel livre t'a le plus parlé, quel livre t'as envie de découvrir. Est-ce que la plume de Maryse Condé te plaît, en tout cas te donne envie? Est-ce que tu as envie de voir un autre vlog où je présente de nouveaux livres de Maryse Condé, parce qu'elle a énormément de livres et j'en ai déjà quelques-uns en tête que j'ai envie de lire. J'en ai même reçus qui sont là sur mon bureau, derrière moi, devant moi, en face de moi. Bref, je sais pas parler français. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit peu de love avec un petit like, ou sinon à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon début d'année. Je sais pas quand j'aurai le temps de monter cette vidéo. Et on se dit à plus tard. Tchuss!